Bonjour, nous sommes sur un perdition idéologique. Nous allons continuer aujourd'hui nos discussions sur les idéologies pernicieuses, dangereuses et celles qui aspirent à devenir totalitaires dans notre espace démocratique. Si vous jugez que ce contenu est intéressant, vous pouvez le liker, vous pouvez le diffuser et faire le nécessaire pour que les autres s'instruisent en nous écoutant. Et j'ai le plaisir d'inviter aujourd'hui la philosophe et la politologue Renée Prégosi. Bonjour Renée, que Bonjour. je vais présenter avant de lui donner la parole. Renée est une retraitée de l'enseignement supérieur. Vous êtes docteur en philosophie et en sciences politiques. Vous êtes spécialiste des régimes autoritaires, des partis de gauche à travers le monde et de la région Amérique latine. Votre dernier livre, paru l'an dernier, s'intitule 50 nuances de dictature, tentation et emprise autoritaire. Je vous invite à aller le lire. Il a paru aux éditions de l'Aube. Vous présidez également une petite ONG Mhm. d'ingénierie démocratique et vous avez une longue pratique des relations internationales. Je vous ai invité aujourd'hui pour parler du Sud global, tant Mhm. de la formule que de la réalité, parce que vous avez beaucoup écrit sur cette chose. Vous allez nous expliquer ce que c'est. Et aujourd'hui, j'aimerais vous interroger sur la signification de la formule Sud global et de ce à quoi elle renvoie. Quelles sont ses implications idéologiques, économiques, religieuses peut-être, culturelles, politiques, etc. D'abord, un mot sur la formule. On entend souvent ça dans la presse, Sud global. Euh, c'est ce qu'on appelle en analyse de discours une formule discursive. Donc cette notion a été introduite par une chercheuse française, Alice Krieg-Planck. Elle s'est inspirée des travaux de Jean-Pierre Paye et elle a travaillé sur l'épuration ethnique en Yougoslavie, ancienne Yougoslavie bien évidemment. Donc elle propose la définition suivante. Une formule discursive est une unité lexicale qui présente un caractère figé, elle circule dans l'espace social, a un référent commun, même si ce dernier est controversé, parce que ce référent peut être flou, elle a un aspect polémique et porte des traces de débats sociopolitiques. Il me semble bien que c'est le cas. Le Sud global correspond bien à la définition de la formule. En linguistique, en règle générale, quand on raisonne, on oppose un signe à l'autre signe. Donc un signe est ce que l'autre n'est pas. Mais quand on regarde Sud global, on ne voit pas l'opposition avec le Nord global ou l'Est global ou l'Ouest global. Seul Poutine dit qu'il existe l'Occident global. Mhm. D'où ma première question pour vous. De quoi s'agit-il? Est-ce que vous pourriez expliquer cette formule et ce à quoi elle renvoie et dire à quoi est due sa circulation massive dans le discours politique, économique, historique et idéologique. René, la parole est à vous. Oui, je vous remercie. En effet, le Sud global est un élément de discours, d'où le terme de discursif. Parce que, bon, on n'entend pas forcément ce que veut dire discursif dans le langage courant. C'est un élément de discours parce que c'est une figure idéologique, mais une figure idéologique qui effectivement recouvre une réalité concrète. On va y venir. Le Sud global, on en entend parler depuis quelque temps, depuis 2-3 ans surtout. Et j'entends de plus en plus de journalistes et de responsables politiques utiliser le terme de Sud global. Alors qu'il y a encore quelques mois, ce terme était critiqué, on disait oui, mais ça n'existe pas, le Sud global, c'est un fantasme. Alors, d'abord, une idée, ça existe. Ce n'est pas parce que c'est une idée que ça n'existe pas. Hein. C'est une réalité aussi, l'idée. Mais en plus, le Sud global, c'est un instrument idéologique qui est précisément constitué contre un ennemi qui est l'Occident. Alors, on n'entend pas parler de l'Occident global, sauf dans la bouche de Poutine, parce qu'en fait, Poutine il s'exprime de façon souvent contestable, et finalement, Occident global, ça peut être un pléonasme. Parce que l'Occident, lorsqu'on parle de l'Occident, c'est déjà une réalité globale, c'est-à-dire qui englobe des pays très différents.
les États-Unis, les pays européens et Israël, qui n'est pas ni en Europe ni aux États-Unis, mais au Moyen-Orient. Mais on entend que Israël fait partie de l'Occident, parce que Israël est porteur des valeurs occidentales, humanistes, des Lumières, et Israël est une démocratie. Le Sud global est une... Alors, ce n'est pas une organisation structurée, ce n'est pas une alliance formalisée, ce n'est pas un bloc, comme on pouvait appeler le bloc de l'Est, l'Est face à l'Ouest, etc., dans la logique des blocs. On parlait de ça du temps de l'Union soviétique, face à l'Occident, justement. Mais c'est un ensemble d'acteurs différents, de différentes natures. On a des États, en premier lieu, des États autoritaires à visée totalitaire même, extrêmement puissants, la Russie, la Chine, l'Iran, la Turquie, je les ai mis ensemble. On a, bien que ces États soient souvent en concurrence, sinon conflictuels, mais on va le voir, le Sud global est justement un ensemble d'éléments qui peuvent être contradictoires entre eux, qui peuvent avoir des intérêts divergents, voire conflictuels, en effet, mais qui s'accordent sur un ennemi commun, l'Occident, et ce qui est considéré comme étant le summum de l'Occident, Israël. Israël est aujourd'hui considéré comme étant la pointe avancée de l'horreur occidentale par ces acteurs-là. C'est quoi l'horreur occidentale pour eux? Alors, bien sûr, c'est pour la plupart d'entre eux la philosophie des Lumières, le libéralisme, la démocratie, mais c'est aussi le colonialisme. En fait, on s'aperçoit que cette idéologie du Sud global va articuler à la fois une idéologie décoloniale. Alors, le décolonialisme, c'est une idéologie qui considère que les pays qui ont été colonisés réellement, historiquement, par des pays européens, notamment, en fait, la colonisation, la notion de colonisation remonte à bien plus longtemps, hein, à l'Antiquité. Et je veux dire, l'Empire ottoman, le califat étaient des réalités politiques absolument colonialistes. Hein, mais de ces colonies-là, on n'en parle pas, de cette dimension coloniale. Évidemment, on est axé sur le colonialisme occidental, hein, qui a duré finalement très peu de temps par rapport au colonialisme bien plus ancien. Mais bref, donc, puisque l'ennemi est l'Occident, c'est évidemment ce qui est visé, c'est le colonialisme occidental. Donc, l'idéologie décoloniale part du principe que si la décolonisation s'est bien achevée d'un certain point de vue, en fait, elle continue malgré tout sous d'autres formes, des formes qui sont peut-être encore plus pernicieuses et dangereuses que la colonisation historique. Donc, on ne peut pas s'en sortir. Hein. Donc, l'Occident est par principe un acteur colonialiste et Israël serait emblématique de cette dimension colonialiste de l'Occident. Donc, on va avoir tout un tas d'États, de régions du monde qui vont être coalisés. C'est plus une coalition informelle qu'une alliance même. Hein. L'alliance, c'est quelque chose qui est quand même formalisé, ce n'est pas une organisation. C'est donc une coalition fluctuante d'ailleurs qui va critiquer
voire attaquer physiquement l'Occident et donc, dans leur logique, Israël. Donc, ce Sud global va être instrumentalisé, donc cette figure idéologique et cet ensemble fluctuant d'acteurs. Alors, j'ai parlé des acteurs étatiques, mais il y a aussi évidemment des intellectuels, des ONG, d'autres types d'organisations, et parmi elles, évidemment, des pays, des organisations, des partis politiques islamistes aussi, hein, mais de différentes tonalités aussi. Donc, parmi tous ces acteurs, étatiques, non étatiques, ONG, partis politiques, organisations terroristes aussi, hein, il y a des acteurs terroristes également. Donc, parmi tous ces acteurs, on peut voir qu'ils s'organisent de la façon suivante. On a donc les grands États à visée totalitaire, donc 2 islamistes, l'Iran et la Turquie, 2 non-islamistes, la Russie et la Chine, qui s'opposent même d'ailleurs souvent à leurs islamistes. On le voit pour la Russie en Tchétchénie, avec les Chinois, avec les Ouïghours. Bon, mais le Sud global est une réalité contradictoire, mais ça ne veut pas dire que c'est pas réel pour autant, hein. La contradiction, c'est réel aussi. Bon, donc ces grands États à visée totalitaire vont instrumentaliser cette haine de l'Occident et cette haine des Juifs et d'Israël pour se rallier les pays qu'on appelait les pays du Sud, avant l'Afrique, l'Amérique latine notamment, une partie de l'Asie. Les Asiatiques, ils sont beaucoup plus prudents, ils font plutôt moins que plus partie du Sud global, hein. L'Inde, avec son opposition et sa concurrence souvent conflictuelle d'ailleurs avec la Chine, bon, au Cachemire notamment, l'Inde se prévaut pas beaucoup du Sud global, un petit peu. Donc, on est plus ou moins actif au sein du Sud global. On s'en prévaut plus ou moins, hein. En Amérique latine, par exemple, le Brésil se présente beaucoup comme faisant partie du Sud global. Pourquoi? Parce que le Brésil se veut être une puissance sur la scène internationale. Donc, le Brésil aussi va instrumentaliser cette figure idéologique floue pour se présenter comme une puissance. Mais en Amérique latine, où on a à nouveau aujourd'hui, hélas, quelques dictatures. Bon, il y a la dictature ancienne cubaine, celle-là n'a pas changé depuis 59, c'est toujours une dictature, mais on a le retour des dictatures au Nicaragua, au Venezuela. On a des pays qui étaient des pays qui ont connu des démocraties ou en tous les cas qui étaient sortis de la dictature terrible comme au Nicaragua, qui retombent dans la dictature aujourd'hui. Mais globalement, en tous les cas pour l'Amérique du Sud, à part donc le Venezuela, on est face à des démocraties certes imparfaites, mais toute démocratie est imparfaite et perfectible, mais la plupart des pays latino-américains, sauf, et c'est sans doute pas un hasard, l'Uruguay, qui est ce petit pays le plus européen qui soit, le plus humaniste, le plus démocrate et laïque, hein. L'Uruguay a connu sa séparation de l'Église et de l'État en 1903. C'est vraiment un pays qui est absolument très spécifique en Amérique latine, mais à part l'Uruguay, la plupart des pays, y compris le Chili, va se considérer comme étant partie prenante de ce Sud global. Pourquoi? Parce qu'en Amérique latine, il y a toujours aujourd'hui un sentiment mitigé d'ailleurs, parce qu'il y a une certaine fascination pour les États-Unis, mais il y a un sentiment anti-américain très fort, sentiment qui est lui aussi instrumentalisé par les leaders plus ou moins cachés d'ailleurs du Sud global. Ils aiment bien mettre en avant les petits pays, mais en fait c'est eux qui vont tirer
le plus grand parti du Sud global, les grandes dictatures là qu'on a citées tout à l'heure. Mais donc l'Amérique latine se trouve dans le Sud global, plus ou moins, mais pour des raisons un petit peu marginales, je dirais, va se trouver également aux marges du Sud global. Donc, vous voyez, effectivement, le Sud global est une réalité extrêmement complexe. Il n'empêche que si on en parle de plus en plus, c'est aussi quand même qu'il y a quelque chose de réel et surtout d'efficace dans cette figure idéologique. Je voulais vous poser deux autres questions. En vous écoutant, vous avez parlé d'Israël. Oui, effectivement, l'existence des Juifs, ça a toujours permis les unions et les alliances, même si les parties de ces alliances se détestaient. On peut dire que l'Occident déteste Israël quand même, et on le voit vraiment tout le temps, parce que Israël a gardé une identité nationale très forte, ce que l'Occident est en train de perdre. Les pays du Sud global détestent Israël parce qu'il incarne quelque chose qui relève de l'Occident. Et donc c'est tout à fait paradoxal, cette situation. En tout cas, ils pourraient peut-être se réunir dans cette haine, parce que le désir d'anéantir le peuple juif, c'est un désir qui est très ancien, et il n'a pas disparu. Donc ça, c'est ma première remarque. La deuxième remarque, en vous écoutant, vous avez dit que c'est pas une alliance consciente de ces pays, mais il y a quand même une sorte de relation peut-être pas exprimée de manière tout à fait claire et formelle. Je pense à l'OCI notamment ou à la Ligue arabe. Ce sont des alliances entre les pays musulmans, les pays islamiques, et ces alliances sont formelles. C'est-à-dire ces alliances sont conclues par les accords formels, il y a des conférences, il y a des rencontres, il y a des décisions qui émanent de ces organismes, ces formations en fait, idéologiques et religieuses aussi. Et c'est pas du tout le cas des pays du Sud global, dont vous avez dit que les pays membres, on peut pas même dire pays membres, parce que membre de quoi, c'est une formule. Ils ont leur intérêt commun, mais ils sont aussi mus par des intérêts tout à fait contradictoires l'un contre l'autre. Et donc en fait, la seule chose qui les réunit, c'est l'existence de l'Occident. C'est-à-dire que si je comprends bien, c'est votre raisonnement. Absolument. Le Sud global, ce qui réunit tous les acteurs du Sud global, on peut dire comme ça, ce sont des acteurs de différentes natures qui peuvent être en effet conflictuels entre eux, mais ce qu'ils ont en commun, c'est leur haine de l'Occident et d'Israël, donc, et leur esprit de revanche. Parce qu'effectivement, cette figure idéologique du Sud global est héritière de l'idéologie tiers-mondiste. L'idéologie tiers-mondiste, le tiers-mondisme, c'était cette idéologie qui partait du principe que les pays du Sud, anciens pays colonisés, donc à l'époque on considérait bien que la colonisation était terminée. Aujourd'hui le décolonial dit que ça continue, mais à l'époque de l'idéologie tiers-mondiste, dans les années 50, 60, 70 encore, mais ça commençait à s'étioler, on considérait donc que la colonisation se terminait avec les luttes d'indépendance et l'émergence donc d'États indépendants nouveaux. Donc, ces pays du Sud, le tiers-mondisme considérait que ces pays du Sud étaient sous-développés, comme on disait à l'époque, après c'était mal vu, c'était pas politiquement correct, mais à l'époque on le disait encore, étaient sous-développés à cause de l'Occident, à cause des puissances colonisatrices. Donc il y avait un esprit de revanche de ces pays sur l'Occident. Cet esprit revanchard s'est transmis au Sud global, parce que cette haine de l'Occident est une haine fascination d'une certaine façon. Et on va retrouver la même chose pour Israël. Israël, donc, considéré par ce Sud global comme étant la fine pointe, la pointe avancée de l'Occident au cœur du Moyen-Orient, cette conception d'Israël est une haine-fascination. D'ailleurs, on le voit bien avec ce processus de négation-substitution qui a été mis en place par l'idéologie pro-palestiniste.
qui va considérer, qui va appeler la Nakba du terme arabe de la Shoah, la grande catastrophe, lorsque Israël va se déclarer État indépendant, puisque Israël est issu d'une lutte d'indépendance nationale, hein, et de la décolonisation. et de la décolonisation britannique et beaucoup plus lointaine, califale et puis ottomane. Donc cette volonté d'effacer Israël à la fois de la carte et des mots pour s'y substituer montre bien cette haine dont le soubassement est une certaine fascination. Une certaine fascination, effectivement, en partie par cette dimension nationale de l'État, État-nation. Les Juifs ont réussi à reconstituer un État-nation. Et cette possibilité pour les Juifs d'avoir un territoire national a toujours été déniée, leur a été déniée depuis l'Empire romain, qui a effacé le nom de Judée et d'Israël pour appeler ce territoire des anciens royaumes juifs la Palestine. Hein. Palestine, ça veut dire palache, ça vient de la racine envahisseur. Donc le mot, les Palestiniens, en fait, ce sont des envahisseurs. Oui. On prend ce mot dans la Bible. Oui, Jérusalem a été appelée Elia Capitolina et les Juifs ont été expulsés par l'Adrien romain de la Judée. Absolument. Donc ça, c'est très ancien, mais aujourd'hui, on retrouve cette volonté de changer les mots. Vous qui êtes linguiste, évidemment, vous me contredirez pas, mais appeler Jérusalem Al-Quds, c'est quand même énorme parce que Jérusalem, ça fait complètement partie de l'imaginaire juif. Chrétien aussi. Et chrétien, bien sûr, mais d'abord juif, parce que nous, on a quand même la notion de chronologie, contrairement aux islamistes qui affirment qu'ils sont la première religion. Mais donc, effectivement, cette dimension anti-Israël, anti-juif, parce qu'il y a une dimension plus globalement anti-juive dans le Sud global, et notamment, bien sûr, par ces acteurs islamistes. Alors, vous parliez de l'OCI. C'est effectivement important d'en parler, parce que cette organisation formelle des pays islamiques, hein, c'est une organisation mondiale des pays islamiques, est une organisation tout à fait officielle. Vous pouvez trouver sur Internet tous ses congrès, ses textes, sa charte. Et cette organisation formelle a pour visée essentielle une visée idéologique, c'est-à-dire, et c'est affirmé clairement, hein, c'est pénétrer l'Occident de l'idéologie islamiste, de la religion musulmane et d'infiltrer à la fois les institutions et notamment, bien sûr, tout l'espace de l'éducation, de l'éducation primaire jusqu'à l'université, tout l'espace intellectuel, d'avoir une influence très forte pour diffuser l'idéologie islamiste et la religion musulmane en général, au sein des pays occidentaux, mais également, évidemment, de réislamiser les soi-disant terres musulmanes, hein, bien sûr. Mais donc, cette organisation formelle fait partie aussi de cette réalité informelle qu'est le Sud global. Dans le Sud global, effectivement, vous avez des acteurs très différents. Il y a des organisations formelles, il y a des États, il y a des partis politiques, il y a des groupes terroristes, il y a des intellectuels, et évidemment, par chez nous, on a des acteurs en Occident qui font partie du Sud global. Vous m'arrachez ma prochaine Je vous en prie. de la bouche.
vous avez écrit un article dans Le Figaro le 31 mai 2024 et vous y parlez de la gauche mondiale qui soutient le Sud global, donc la nôtre. On voit qu'elle soutient tous les mouvements anti-juifs, elle soutient les islamistes de manière absolument ouverte. On a même entendu que c'est des gens qui peuvent être dont les actions sont subventionnées aussi par l'Iran. Alors, on peut penser que c'est une continuation de leur soutien indéfectible à l'idéologie soviétique, qui existe toujours dans les esprits, même si l'ex-URSS, enfin l'URSS n'existe plus. Et donc, ça s'est jamais étiolé dans le sud, l'Occident, pardon, en général. Alors, leur ennemi principal, c'est le libéralisme aussi. Et c'est notre gauche occidentale qui participe pas uniquement à la gauche du Sud global. Donc en fait, le Sud global, il est aussi chez nous. Enfin, cette nébuleuse formée par tout ce dont vous avez parlé, elle est aussi en Occident. Il y a une sorte de travail de l'intérieur, de la sape, de nos fondements. Cinquième colonne. Donc vous les du Sud global. D'accord. Ouais. Mais effectivement, et même je dirais tout particulièrement de la gauche française. Parce qu'on s'aperçoit que finalement, la gauche européenne est peut-être moins influencée ou moins massivement influencée par cette idéologie revancharde, anti-occidentale et anti-juive du Sud global. C'est en France, parce que effectivement, vous avez cette force de l'idéologie bolchevique a été tout particulièrement importante en France. On le voit bien, et avec un parti communiste qui était très puissant en France, contrairement à l'Allemagne, notamment, ou aux social-démocraties nordiques. Donc, en France, on a gardé cette tradition effectivement culturelle, mais après la disparition de l'Union soviétique, il ne faut pas croire que c'en est fini de l'influence de type soviétique, post-soviétique, parce que post-soviétique, ça veut dire pas seulement après l'Union soviétique, mais héritière de l'Union soviétique. Et on voit bien en quoi Poutine est héritier avec la structure du KGB, de FSB aujourd'hui, en tous les cas des services secrets et de la police politique. Il en faisait partie, Poutine. Bien sûr, mais c'est surtout, bon, lui en faisait partie. C'est symptomatique, en fait, d'un fonctionnement qui perdure et d'une volonté d'influence qui continue. Donc je pense que l'influence post-soviétique est encore très forte en France, notamment partout dans le monde, mais en France notamment, à travers ces canaux d'héritage bolchevique. Alors, l'héritage bolchevique, c'est pas seulement l'héritage du PC français, du PCF. C'est toute une nébuleuse. Il n'y a qu'en France qu'on a eu autant de partis trotskistes, par exemple. Or, les partis trotskistes s'opposaient au Parti communiste français. Hein, donc, je veux dire, la nébuleuse bolchevisante, elle dépasse beaucoup, mais elle est toujours prégnante. Et un de ces points de fixation à cette nébuleuse post-bolchevique, ou bolchevisante encore actuelle, ça va être précisément le pro-palestinisme. Et d'où cette obsession d'Israël, d'attaquer Israël, de critiquer Israël, de soutenir les acteurs qui physiquement attaquent Israël tous les jours depuis des décennies et encore tout récemment, que ça soit le Hamas dans la bande de Gaza, le Hezbollah au nord, ou même tout récemment les Houthis, on se demande, du Yémen. Comme mais les uns sont soutenus par l'Iran et les autres sont soutenus par l'Iran et par la Russie.
le Oui, Hamas et le Hezbollah disposent des armes qui sont fournies par la Russie. absolument. Mais bon, le Hezbollah, on connaît même sa présence en Amérique latine, notamment Bien à sûr, la à travers triple la drogue. frontière, et Argentine, Brésil, Paraguay et le Venezuela aussi, qui a fourni d'ailleurs des passeports à des gens du Hezbollah, à des terroristes en fait, hein, du Hezbollah, etc. Donc euh, les réseaux informels du Sud global sont multiples, très complexes. Alors vous allez me dire, ah oui, bon, c'est du complotisme. Euh, non, analyser une stratégie politique d'un acteur extrêmement complexe, ce n'est pas du complotisme, c'est faire de l'analyse politique. On n'invente pas un complot mondial. Il n'existe pas un complot mondial contre l'Occident. Il existe des acteurs très différents qui, conjoncturellement, se retrouvent sur des ennemis communs, se retrouvent donc à nouer des alliances informelles contre l'Occident et contre Israël. Mais alors, je poserai, c'est la dernière question que je vous pose. Vous avez écrit récemment un article qui s'intitule justement Israël contre l'ONU ou l'ONU contre Israël. L'ONU est censée présenter cette alliance des pays européens pour veiller à leur bien-être. Et en fait, là, on a l'impression que l'ONU représente autre chose. Que l'ONU est un acteur, quand on vous écoute, de ce fameux Sud global dans ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez le commenter tout en sachant que, par exemple, on sait que Gutiérrez était très ami avec Arafat à un moment donné et qu'il soutenait la création de l'OLP, laquelle OLP a été aussi soutenue et même pratiquement créée par l'Union soviétique, mais aussi avec l'aide des pays arabes, les pays de l'OCI et les pays de la Ligue arabe. Donc, qu'est-ce que vous dites à propos de l'ONU qui est censée nous défendre? Alors, en fait, l'ONU, on dit c'est un acteur, c'est un abus de langage, évidemment, parce que finalement, l'ONU, c'est quoi? C'est ce que je dis dans l'article. L'ONU n'est que le reflet du rapport de force des États à un moment donné. L'ONU d'aujourd'hui, ce n'est plus du tout l'ONU de 1945. À la création de l'ONU, effectivement, l'hégémonie était du côté occidental et démocratique. Mais on a fait rentrer petit à petit tous les nouveaux États, d'ailleurs, du monde autour de la Terre sont rentrés, ont adhéré à l'Organisation des Nations Unies. Et il se trouve qu'aujourd'hui, la majorité des États du monde entier sont des États dictatoriaux. Ce qu'on retrouve, c'est quand même hallucinant lorsqu'on regarde la Commission des droits de la femme, par exemple, avec 53% des pays qui en font partie sont des dictatures et des dictatures En qui... 2018. Pardon? C'était l'Iran en 2018. L'Iran y a été jusqu'en 2022, Ah. tout récemment encore, l'Afghanistan, Mhm. l'Arabie Saoudite. On a des pays, le Pakistan, où aussi vraiment la vie des femmes est épouvantable. Hein. C'est le seul pays au monde où la mortalité des femmes est supérieure à la mortalité des hommes. C'est le seul pays au monde, on sait très bien que les femmes vivent plus longtemps, sauf au Pakistan, et c'est tellement massif les meurtres de femmes que ça inverse les données démographiques. C'est énorme. Hein. Donc, on a effectivement des pays qui torturent les femmes, qui sont les plus misogynes, férocement misogynes, qui font partie de la Commission des droits des femmes. Mais évidemment, le Conseil des droits de l'homme également en font partie, je crois, plus de 70% des pays sont des dictatures qui défendent les modes de fonctionnement dictatoriaux, pas du tout démocratiques et donc pas du tout de défense des droits de l'homme. Enfin bon, donc évidemment, on arrive aujourd'hui à des aberrations à l'ONU et évidemment, étant donné que l'hégémonie
la grande majorité des pays aujourd'hui dans le monde, hélas, sont des dictatures, sont des pays qui ne respectent pas les droits de l'homme, même c'est un euphémisme, ni les droits des femmes, etc. On se retrouve effectivement avec une organisation que les gens considèrent comme un acteur indépendant, mais en fait, qui est le résultat d'une majorité d'États, et on se retrouve à l'ONU avec une foule de résolutions contre Israël. Israël, petit pays de rien du tout, qui va se retrouver le plus critiqué alors que c'est une démocratie, alors que c'est un pays qui respecte globalement les droits de l'homme. Évidemment, aucun pays, même démocratique, ne respecte parfaitement, mais bon, c'est vraiment un pays exemplaire par rapport aux dictatures, notamment qui l'environnent, et c'est le pays qui va recevoir le plus de résolutions de condamnation. Pourquoi? Parce que, par exemple, ça non plus, c'est pas connu du grand public, mais au Conseil des droits de l'homme de l'ONU existe une instance spéciale pour surveiller l'État d'Israël. Aucun autre pays, la Chine avec les Ouïghours, avec sa propre population, aucun pays n'est surveillé, sauf Israël. Alors, on surveille et on condamne à tour de bras. C'est complètement hallucinant. Bon, c'est plus que disproportionné, c'est du délire, quoi. Bon, on est là dans une espèce de pathologie anti-Israël et anti-juive. Donc on peut dire que l'ONU, en quelque sorte, aujourd'hui, représente, partiellement au moins, le Sud global. Mais oui, d'une certaine façon. D'accord. Merci beaucoup, René Prégosi, pour toutes Merci à vos vous. lumières et peut-être à une prochaine fois sur les sujets connexes. Volontiers. Merci.